Bonsoir et bienvenue à 30 minutes autour du monde. Bonsoir à tous et boa noite, comme on dit en portugais au Brésil. Boa noite. On va parler aujourd'hui du Brésil. Comme vous voyez, on a un petit thème vert et jaune. Et premièrement, je vous parle un peu du global du Brésil. C'est situé en Amérique du Sud. C'est considéré comme un continent dans un continent, car la population est plus qu'élevée. Elle a 202,66 millions d'habitants en 10 millions de kilomètres carrés, qui est la même superficie que le Canada, sauf que nous autres, on est juste 34 millions. Le ratio est un peu plus élevé. Un petit ratio léger. Donc, le Brésil possède aussi un drapeau, comme on peut le voir sur la table, et ça signifie ses richesses, dont le vert pour la forêt amazonienne, le jaune pour les ressources du sous-sol, le globe central est le symbole de l'hémisphère austral et le symbole chrétien, et les 27 étoiles signifient deux choses. Premièrement, les 26 États. En fait, les 27 États, mais c'est 26, il y a 27 étoiles, excusez-moi, et 26 États fédérés et leur district fédéral. Okay. Et le deuxième point, c'est la disposition du ciel de Rio de Janeiro le 15 novembre 1889 à 8h30 précisément, parce que c'est l'instant de la proclamation république. Et le Ordem Progresso, qui veut dire ordre et progrès. Donc, on débute comme à toutes les semaines avec un morceau d'histoire qui nous informe des grandes lignes et dates importantes avec le pays. Et Jérôme, qu'est-ce que tu nous as pour nous nourrir d'histoire avec notre pays de cette semaine, le Brésil? En fait, j'ai sorti les dates importantes du Brésil, mais avant, je trouve que c'est important de dire que selon des recherches archéologiques qui ont lieu sur un site, en fait, qui est classé patrimoine mondial par l'UNESCO, et petite parenthèse, est-ce que vous savez que l'UNESCO a 19 sites au Brésil, donc quand même une belle richesse là, pour ce pays-là. Mais ce qui m'amène à dire que les fouilles archéologiques ont démontré que probablement que les premiers humains sont arrivés il y a 60 000 ans sur le territoire du Brésil, mais concrètement, le Brésil, en fait, a été découvert par le Portugais Pedro Álvares Cabral, qui était parti, entre autres, pour découvrir une nouvelle route des Indes et qui a finalement accosté sur la côte du Brésil et a finalement pris les possessions de ces terres-là. Et le Brésil, à la base, ne s'appelait pas le Brésil, mais le Santa Cruz, et a finalement, par les années, changé de nom, et c'est à cause de la couleur du bois qu'il y avait au Brésil à ce moment-là, qui est encore aujourd'hui. Le bois, en fait, est d'une couleur braise qu'on appelle le pau-brasil, dont les Portugais feront un peu plus tard dans l'histoire le commerce. Donc, le Brésil est découvert le 22 avril 1500 et devient pleinement possession de la couronne portugaise en 1522. Par la suite, en quelques années plus tard, en 1955, c'est des colons français qui débarquent au Brésil. Donc, on parle d'à peu près 600 colons français et les Portugais et les Français ne s'entendent pas très bien, donc on parle de disputes au sein de la colonie et c'est finalement les Portugais qui vont détruire les établissements construits par les Français au cours des années et vont fonder à ce moment-là la ville de Rio de Janeiro, qui a été longtemps en fait la capitale du Brésil. Et là, ce qui m'amène à vous dire aujourd'hui, Rio de Janeiro est la ville la plus importante du Brésil. Et est-ce que vous savez comment les habitants du Brésil, en fait, de cette ville-là s'appellent? Les Janeirois? Les Brésililois? Je sais pas! Non, les gens qui habitent en fait à Rio de Janeiro s'appellent les Cariocas et on compte plus de 7 millions d'habitants dans cette ville-là, qui est la ville la plus importante du Brésil. Il n'y a pas vraiment de lien. D'habitude, on voit un peu... Il n'y a pas le mot Brésil. Les mêmes lettres, un semblant de... Et là, ensuite, en fait, bon, si on retourne un peu dans l'histoire, là, après 1955, les gens sont vraiment vivre avec la vente du bois Brésil, la canne à sucre également, qui est très important au Brésil, le tabac et le riz.
Par contre, il y a beaucoup d'esclavage à ce moment-là dans le Brésil et les premiers colons portugais mettent les Amérindiens en esclavage et par la suite les Noirs. Donc, les Portugais se procurent les esclaves contre des produits manufacturiers ou des fruits sud-américains. Donc, ils vont aller dans les pays comme le Nigeria, le Cameroun ou même le Congo pour avoir des esclaves et les apporter sur leur territoire. Et c'est en 1822, à ce moment-là, qu'il va y avoir l'indépendance du Brésil. On parle du roi portugais qui a quitté à Lisbonne, en fait, suite à plusieurs conflits. Et c'est son fils qui a finalement proclamé l'indépendance du Brésil le 7 septembre 1822. Par la suite, tantôt, on parlait de la capitale du Brésil qui était à ce moment-là Rio de Janeiro. Et c'est simplement depuis 1960 que la capitale du Brésil est Brasilia. Donc, depuis ce moment-là, on parle d'une alternance, en fait, au niveau du gouvernement entre les libéraux et les conservateurs qui a été vraiment dominée là, dans les années 1792. Et on parle également d'une capitale là, qui compte 2 millions d'habitants. Et si on revient un peu plus actuel, donc de nos jours, en fait, on parle souvent qu'au Québec, on a une dette. Donc la dette du Québec. Et on n'est pas les seuls parce qu'au Brésil, on parle également d'une énorme dette. Et la dette, en fait, du Brésil représente 48,2 % du revenu national brut de la Banque nationale du Brésil. Donc c'est quasiment 50 % là, de l'argent du Brésil qui est en négatif. Et par contre, ce qui est bien, parce que depuis quelques années, il y a eu des changements qui ont été faits, notamment sous la direction en fait, du président Lula da Silva, qui a eu un mandat du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2011. Il voulait vraiment augmenter l'économie du pays, donc en augmentant les salaires, tout ça. Et finalement, depuis le 1er janvier 2011, c'est Dilma Rousseff qui succède à Lula à la présidence. Donc, c'est ce qui fait pas mal le tour, en fait, de l'histoire et des grandes lignes du Brésil. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vais mettre un dossier là, sur la page Facebook de l'émission. Merci, Jérôme. Tellement de dates et de choses importantes. Oui, c'est beaucoup de choses à retenir, beaucoup de noms. Ça peut être difficile peut-être de figurer ça dans notre tête, mais vraiment, quand avec une belle carte chronologique, là, on est capable de bien comprendre. Merci. Une élection passe à l'histoire après la pause. Au CRV 2014, vous en avez plus pour votre argent. Calculons. La caméra de recul multi-angle, le téléphone Bluetooth, oh putain, les sièges avant chauffants. Tout ça pour 0 $. Ça vient de série. Et si je multiplie ça par la valeur de revente, les litres de rangement divisé par la pression barométrique, ça me donne... Le mot soleil! Ça tombe bien! Il se fait aussi avec le toit ouvrant. J'aime ça, moi. Je pars toute ma nuit ramasser des dents. En plus, je me tape une file d'une demi-heure à la banque pour déposer un chèque. Tu sais qu'avec PhotoChèque du NG Direct, tu peux déposer un chèque simplement en le prenant en photo. C'était un mythe, ça. Regarde, téléphone intelligent, application, photo. Et voilà. PhotoChèque, croyez-y. Obtenez une prime de 100 $ quand vous ouvrez un compte chèque entrant avec dépôt direct de votre paye. ING Direct, changez d'air bancaire. C'est fou, hein? Maintenant, quand on veut bien manger, il faut se poser plein de questions. Est-ce qu'il y a assez de fibres dans ça? Est-ce qu'il y a trop de gras dans ça? Est-ce qu'on en mange assez? Oh, parfois, on a simplement envie de se faire plaisir et de manger des bonnes charcuteries sans se poser de questions. Olimel choisit avec soin les ingrédients de ses charcuteries Olimel Smart Nature et indique clairement les valeurs nutritives sur l'emballage. On peut voir ce qui est bon pour nous et que c'est bon au goût. C'est naturel de faire le bon choix. Olimel Smart Nature. Chez Bel Air Direct, une soumission à 15 minutes pourrait vous faire économiser 200 $. Pas facile de faire autant d'argent en si peu de temps. C'est plus simple de contacter Bel Air Direct. Mais pour accompagner votre tartare, je pourrais vous faire goûter un pinot qui vient d'arriver dans l'espace cellier. Ouh, l'espace cellier! Ah. Goûte à ça, chérie. J'ai trouvé ça dans l'espace cellier. Ouh, espace cellier. Et pour aller avec ça, Daniel a fait une petite trouvaille dans l'espace cellier. Ouh, l'espace cellier! Laissez-vous surprendre par l'espace cellier. C'est plus accessible qu'on pense.
En 2002, on a ouvert Chocolat Geneviève Grandbois. C'est là qu'on a rencontré la Banque nationale, qu'on a commencé à travailler ensemble. Puis depuis ce temps-là, 10 ans après, on est toujours partenaires. J'ai un super directeur de compte. Tu sens qu'il est passionné par l'entrepreneuriat. Là, on planifie un plan de croissance, puis il nous appelle. Puis c'est-tu bientôt? Je vais être prêt. En tout cas, je veux vraiment venir entendre ça, savoir ce qu'il y en est. Ils savent travailler avec des entrepreneurs. Ce n'est pas d'hier que nous accompagnons les entrepreneurs d'ici dans leur croissance. Toujours présents pour les entreprises, Banque nationale. De retour à 30 minutes autour du monde, on parle toujours du Brésil et avant la pause, on parlait avec Jérôme d'histoire et maintenant on parle un petit peu plus de sujet corsé et je parle un petit suivi en disant effet historique sur le Brésil dernièrement qui s'est passé à l'histoire. Dilma Rousseff a été réélue le 26 octobre avec des pourcentages des plus serrés. C'est à 51,6 % que Dilma Rousseff, qui est la chef du Parti des travailleurs, a été réélue pour un deuxième mandat le 26 octobre, qui a gagné, qui a devancé dans le fond son adversaire Aécio Neves, qui est du Parti social-démocratique brésilien, qui a perdu avec 48,4 %. Donc, c'est vraiment une lutte qui était très serrée. Le peuple brésilien qui était très fébrile là, en attendant l'annonce des résultats. Et d'entrée de jeu, Dilma Rousseff qui fait part de ses 3 priorités pour son prochain mandat. Donc, on parle de réforme des institutions, de lutte de la corruption, qui est un sujet assez d'actualité que nous allons parler plus tard, et de relance de l'économie. Elle tient à mentionner qu'elle veut gouverner de manière un peu plus pacifique, plus démocratique, qu'elle veut amener une touche de transparence dans ses choix, dans tout ce qui a trait aux décisions du gouvernement, surtout en lien avec le scandale qui est en cours, parce que ça peut causer des fois un manque de confiance de certaines personnes. Mais on va parler plus tard, justement, de ce dossier-là. Puis, je vais vous mettre un petit peu en lien avec le Parti des travailleurs, parce qu'on ne connaît pas tout ça. On connaît nos partis ici au Québec, mais ailleurs, c'est différent. Le Parti des travailleurs qui est inspiré du marxisme, donc c'est le courant de pensée de Karl Marx qui est, si vous êtes allé au cégep, on l'a étudié en philosophie. Donc, philosophe des années 1800. Son courant de pensée, c'est très basé sur la lutte des classes. Donc, on veut abolir les classes en alternative au capitalisme. Puis, c'est un parti qui va vraiment défier les politiques qui sont de dictature, qui sont très conservatrices, qui ont été au pouvoir pendant des années au Brésil. Puis, ce parti-là a 3 caractéristiques spécifiques. Donc, on parle d'un parti de masse qui veut que le parti est à chaque jour très impliqué dans les luttes et les revendications sociales. Donc, impliqué, peu importe le sujet. Aussi, parti démocratique comme deuxième point. Donc, chaque membre a le droit de parole. Il a le droit de s'exprimer, il a le droit à son opinion. Tout le monde est égal. Il n'y a pas un membre qui a plus de pouvoir qu'un autre. C'est un parti dans le fond, un parti qui a l'air à l'écoute des besoins du travailleur. Exactement. Mais il y a quand même des gens qui manifestent pour que Mme Dilma Rousseff quitte le parti. Oui, donc sa réélection n'a pas fait l'unanimité. Il y a quelques semaines, il y a eu une grosse manifestation. 250 000 personnes quand même qui étaient rassemblées dans les rues. On contestait entre autres la transparence du scrutin, on critiquait beaucoup les politiques de ce gouvernement-là, puis on dénonçait que Mme Rousseff avait amené l'économie à la récession et qu'elle avait endetté le pays lors de son premier mandat parce que ça fait 4 ans qu'elle est déjà au pouvoir. Malgré son implication, elle a quand même réussi à faire baisser le taux de chômage, baisser le taux de pauvreté aussi, puis à créer des milliers d'emplois. Donc, on voit que le peuple n'est pas unanime. Puis, on pouvait lire dans les journaux, dans la presse brésilienne, entre autres, les gens demandaient la destitution de Dilma, on veut qu'elle parte, dehors Dilma. Donc, il y a des manifestants par milliers. Oui, il n'y a pas d'accord. Puis, il y en a qui parlent quand même de corruption. De corruption, donc les manifestants, le peuple est conscient de ce qui se passe, ce que les médias veulent bien leur laisser savoir. Donc, sujet d'actualité, c'est le plus gros scandale de corruption au Brésil. On parle de 3,5 milliards d'euros qui ont été volés.
Donc, c'est quand même un scandale. On peut comme le différencier, ben un peu, ça ressemble à la commission Charbonneau ici, c'est ça? Oui, peut-être l'ampleur est différente, mais ça implique beaucoup, c'est plusieurs entreprises de la construction. On parle aussi de Petrobras, qui est le grand pétrolier du Brésil, et on inclut aussi les grands partis politiques. Donc, c'est vraiment un dossier qui fait jaser beaucoup et qui prend de l'ampleur d'une journée à l'autre. Plus on a des développements, plus il y a d'accusés, plus il y a d'arrestations qui sont faites. Puis, j'ai lu ce matin la présidente Dilma Rousseff et son parti qui sont accusés, qui sont plusieurs accusés et policiers disaient même qu'ils percevaient 3 % des montants détournés. Donc, sur 3,5 milliards, c'est 105 millions d'argent qui est privé de l'économie, finalement, qui se retrouve dans les poches. Fait qu'on peut voir ça sur la presse brésilienne. Oui, c'est un dossier qui est vraiment actuel, donc on suit ça dans les médias. Donc, un gros dossier à suivre. Oui. Et sur ce, je vous invite à prendre une magnifique gorgée. Je ne sais pas pourquoi je dis magnifique, mais c'est magnifique une gorgée. Puis pour qu'on fasse passer toute c'est la politique. Exactement. Fait qu'Isabelle, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? Ce soir, on boit le caipirinha. C'est le cocktail typique brésilien. C'est fait à base de la boisson cachaça. C'est une boisson qui est faite à partir de la fermentation du sucre de canne. Puis un petit cocktail très simple à faire, mais c'est quand même un cocktail qui vole la vedette au Brésil. C'est simple, donc lime, morceau de lime qu'on mélange avec sucre et glaçons tout simplement. Quelque chose de simple à faire à la maison. Extrêmement simple. Et puis d'ailleurs, si vous voulez vous procurer le cachaça très facilement en SAQ, donc pour une valeur d'une trentaine de dollars, moi je vous conseille le blonde. 700 ml, 30 $, très abordable. Et puis, je trouve ça important de mentionner aussi que la cachaça a énormément contribué à l'économie brésilienne, puisque, comme vous le voyez, on en a ici au Québec. La cachaça est exportée partout à travers le monde, donc ça a énormément contribué au développement du modernisme, entre autres. Alors, voilà le cocktail typique de ce soir. C'est délicieux, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Tant mieux si vous aimez. Ça fait passer bien la corruption. Pour ce qui est du mets typique, ce soir, on mange un petit dessert brésilien, encore une fois très simple. Il s'agit de l'ananas grillé, un ananas qu'on fait simplement griller avec sucre et cannelle jusqu'à ce que le sucre soit caramélisé. Là, ici, pour les besoins de l'émission, je vous ai servi ça dans des petites verrines. Par contre, si vous allez dans un restaurant brésilien ou encore carrément au Brésil, on fait cuire l'ananas entier avec une broche sur le barbecue. Et puis, on met ça au centre de la table et on coupe des tranches, comme on le ferait avec un gros morceau de viande, comme en fait les Brésiliens le font avec la viande. Non, comme les michouis. Exactement. Donc voilà, les Brésiliens... Il paraît que l'ananas, c'est bon pour la digestion. Oui, l'ananas, c'est bon pour la digestion, selon les Brésiliens. Puis d'ailleurs, les Brésiliens mangent énormément d'ananas comme accompagnement, justement, avec la viande. Nous, on a tendance à manger des légumes, du riz. Eux, l'ananas est au cœur de leurs assiettes. Donc, une petite viande avec... Un petit ananas. Avec un petit ananas. Voilà, rien de moins. Alors, voilà pour la petite section culinaire de ce soir. Maintenant, on les connaît aussi comme étant de très grands producteurs de café, comme étant de grands mangeurs de viande, mais également comme étant d'excellents danseurs. La samba. La samba, exactement. Voilà. Avant de poursuivre, je vous montre un petit extrait d'une quinzaine de secondes, juste pour bien vous sachiez de quoi je vous parle. Donc, un costume osé, très convoité, par exemple, ici. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été le cas parce que vous savez, hein, le Brésil, en fait, je ne sais pas si vous savez, le Brésil a longtemps été le pays le plus catholique du monde. Donc, bien évidemment, quand on a une danse comme ça, avec un costume aussi osé, il y a des protestataires. Et puis, par contre, dès les années 1930, donc quand même assez tôt, la samba était justement au cœur du carnaval de Rio, qu'on connaît tous très bien. Le fameux carnaval. Le fameux carnaval de Rio. Et là, c'est un extrait très court, mais vous avez quand même entendu la musique derrière. C'est une musique d'inspiration africaine, également européenne. La samba, c'est quand même assez récent. À ma plus grande surprise,
C'est apparu seulement au début du 20e siècle, mais j'aurais cru que ça avait plus d'âge que ça. Mais non. Donc, c'est vraiment au cœur de la culture brésilienne. Les filles commencent à danser la samba à l'âge de 6 ans. Et puis, comme j'ai mentionné précédemment, c'est au cœur du carnaval de Rio, pardon. Donc, le carnaval Rio tourne autour de la samba. Il y a des milliers d'écoles de samba au Brésil. Chaque école doit monter un numéro pour défiler au carnaval. Le numéro comprend les costumes, les danses, la musique. Donc, pour nous, c'est très divertissant de regarder le défilé. C'est pas juste une partie de plaisir. C'est ça pour eux, par contre, mais on s'en doute pas, nous, en regardant ça. Ils ont des règles très strictes à faire. Et puis, chaque année, il y a une école gagnante. C'est quelle date qu'on peut aller voir ce carnaval-là? Le carnaval, c'est du 13 au 17 février. Cette année, ça dure 5 jours. 13 au 17 février. Exactement. Mais là, si, admettons, moi, j'ai pas les moyens d'aller au Brésil, est-ce qu'il y a possibilité que par chez moi, je puisse aller dans les origines du pays puis fêter autant qu'eux? Oui, si tu as envie, par exemple, de vivre une expérience culinaire brésilienne, je te conseille fortement d'aller faire un tour au restaurant Milsa. C'est situé sur la rue Sainte-Catherine, coin Bishop. En fait, l'ambiance brésilienne est partout, de l'assiette à l'atmosphère. On voit les danseuses de samba qui se promènent tout au long de la soirée, vêtues de leurs beaux costumes. D'ailleurs, on a la tête... On en a justement sur la table. On en a sur la table. Celui-là, c'est la tête pour un costume d'homme. Et puis, on a l'autre pour le costume de femme. Si tu veux le prendre, Geneviève. Donc voilà, pour le Milsa. Je vais montrer à la caméra et voilà. Donc pour le Milsa, voilà, la viande est au cœur de vos assiettes encore une fois. Sinon, pour les amoureux du cinéma, eh bien, très prochainement, c'est le festival du film brésilien qui commence ici à Montréal. Donc, ça commence le 28 novembre et ça se termine le 4 décembre. Et puis, 22 films brésiliens seront présentés. Ça se passe au cinéma du Parc. Et on sait quand même que les Brésiliens sont très bons là, en cinéma parce que dernièrement, il n'y avait pas les Emmys Awards aux États-Unis et ils ont gagné contre les téléromans de Fabienne Larouche. Ils ont gagné, les Brésiliens ont gagné le prix Telenovela. En fait, c'est pas cinéma, c'est Telenovela, mais oui, ils sont très forts à chaque année. Et on peut les voir quand, ces films-là, ici à Montréal? On peut les voir, c'est du 28 au 4 décembre. Sinon, moi, après avoir vu ces vidéos-là, ces beaux costumes-là, j'ai vraiment envie de prendre un cours de samba. J'ai fait mes recherches. Il y a plusieurs écoles qui donnent des cours. Par contre, j'ai trouvé une école vraiment spécialisée en danse brésilienne. L'école s'appelle la Levanta Peorira. Ça veut dire lever la poussière. Et puis, c'est une école 100% danse brésilienne, même que le studio est chauffé. Si aujourd'hui, il fait 35 degrés à Rio de Janeiro, l'école chauffe à 35 degrés. Et puis, il n'est pas trop tard pour s'inscrire pour les cours de janvier. Il y a des cours de débutants jusqu'à intermédiaire. Donc, Isabelle, pour voir les informations, on peut aller voir sur notre page Facebook 30 minutes autour du monde. Exactement. Section Isabelle. Numéro de téléphone, site Internet du restaurant, du festival, ainsi que de l'école de danse. Toutes les informations, exactement. Et voilà, c'est tout pour le Brésil aujourd'hui, mais la semaine prochaine, un petit rendez-vous pour le Mexique. Geneviève aura son fameux sombrero. Ouais. Et les maracas aussi, je ne exactement. Sens jamais sans Et maracas. on vous quitte sur quelques images qui vous donneront le goût de voyager avec 30 minutes autour du monde. Merci.